Les coupes de champagne tombèrent sur le sol en marbre italien avec un fracas qui résonna dans tout le hall du Grand Palace Hotel. 200 membres de l'élite américaine cessèrent de respirer en même temps. Ce qui venait de se passer défiait tout ce qu'ils croyaient savoir sur leur monde parfait et exclusif. 30 secondes plus tôt, cette fillette noire de 12 ans avait effleuré les premières notes d'une pièce classique qui avait donné des frissons même aux musiciens professionnels de l'orchestre engagé. Mais comment était-elle arrivée jusque-là? Et pourquoi ces petites mains semblaient-elles connaître chaque touche de ce piano Steinway de 2 millions de dollars, comme s'il s'agissait d'extension de sa propre âme? La réponse se cachait dans une histoire qui avait commencé 3 heures plus tôt, lorsque la sécurité de l'hôtel avait presque empêché son entrée. Elena Rodriguez, tel était son nom, marchait sur la Fifth Avenue avec son vieux sac à dos d'écolière lorsqu'elle aperçut les lumières étincelantes et les voitures de luxe garées devant le Grand Palace. À travers les portes vitrées, elle pouvait voir un majestueux piano à queue trônant au centre du hall principal. Quelque chose pulsa dans sa poitrine avec force. Ce n'était pas seulement du désir, c'était un besoin. Un besoin qu'elle ne pouvait expliquer, mais qui l'attirait comme un aimant invisible vers cette musique qui semblait l'appeler depuis l'intérieur de l'hôtel. Elena n'avait pas d'argent pour le dîner ce soir-là. Sa mère, Carmen, travaillait en double poste comme femme de ménage et ne rentrerait pas avant 11 heures du soir. L'estomac de la fillette gargouillait depuis des heures, mais cela n'avait aucune importance à cet instant. Ce qui importait, c'était le piano. Avec un courage dont elle ignorait l'existence, Elena s'approcha du portier en uniforme. « Est-ce qu'il y a une façon pour que je puisse entrer ? Je sais jouer du piano. » Le portier, un homme de 50 ans nommé Thomas, la regarda avec un mélange de surprise et de compassion. Durant 15 ans de service dans cet hôtel, il avait tout vu. Mais jamais une enfant si petite n'avait montré une telle détermination à pénétrer dans un événement coûtant 1 000 $ par personne. « Écoute, gamine, ici c'est une fête privée. Des gens très importants sont à l'intérieur. Tu ne peux pas simplement. » Thomas s'interrompit au milieu de sa phrase. Il y avait quelque chose dans les yeux de cet enfant qui le fit hésiter. Un sérieux qui ne correspondait pas à son âge, comme si elle portait un secret plus grand qu'elle. Elena inspira profondément. « S'il vous plaît, monsieur. J'ai juste besoin de quelques minutes au piano. Je peux jouer en échange de nourriture. Je sais que je suis une enfant, mais je promets que je ne dérangerai personne. » À l'intérieur du hall, le gala caritatif de la Fondation Sterling pour les arts classiques battait son plein. Victoria Sterling, une femme de 45 ans parée de bijoux, valant plus que la plupart des maisons américaines, prononçait un discours sur l'importance de préserver la musique classique pour les générations futures. Sa voix résonnait dans la salle, tandis que les invités faisaient semblant d'écouter, plus intéressés par leurs affaires et leurs connexions sociales. Ce qu'aucun d'eux n'imaginait, c'est qu'à cet instant précis, dehors, une véritable artiste négociait son entrée avec un portier qui commençait à remettre en question ses propres règles. Thomas jeta un coup d'œil autour de lui. Son superviseur était parti en pause, et quelque chose en lui, peut-être le souvenir de sa propre enfance difficile, le poussa à prendre une décision qui allait complètement changer le cours de la soirée. « D'accord, » dit-il à voix basse. « Mais tu as 5 minutes. Entre par la porte de service, va directement au piano, joue quelque chose et repars. Si quelqu'un demande, tu ne m'as jamais vu. » Le cœur d'Elena s'emballa. Ce n'était pas seulement de la gratitude, c'était l'étrange sensation que ce moment était prédestiné. Comme si toutes ces heures passées à s'entraîner chez elle, sur le petit clavier cassé que sa mère avait acheté dans une friperie, n'avaient été qu'une préparation à cet instant précis. Elle suivit les instructions de Thomas et entra par la cuisine de l'hôtel. Les employés étaient trop occupés à préparer les plats principaux pour la remarquer. Elena marcha dans les couloirs de marbre comme si elle les connaissait par cœur, guidée uniquement par le son lointain des conversations et le parfum entêtant des fragrances luxueuses. Lorsqu'elle arriva enfin à l'entrée du hall principal, Elena s'arrêta. Le piano Steinway n'était qu'à 20 mètres, mais entre elle et l'instrument s'étendait une mer de convives vêtus de tenues valant plus que le salaire annuel de sa mère. Un instant, elle hésita. Peut-être que c'était une idée terrible. Peut-être devait-elle simplement rentrer chez elle et accepter que certains mondes n'étaient pas faits pour des gens comme elle. Mais alors, quelque chose se produisit. Victoria Sterling, qui poursuivait toujours son discours, fit une pause dramatique et déclara : « La musique classique est un art qui exige des années de dévouement, une éducation raffinée et, surtout, l'environnement adéquat pour s'épanouir. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend dans la rue. » Ces mots frappèrent Elena comme un éclair. Sans réfléchir, elle fit un premier pas vers le piano. Puis un deuxième. Et un troisième. Ce fut alors que la première personne la remarqua. Puis la deuxième. En quelques secondes, toutes les têtes se tournèrent vers cette petite fille qui avançait d'un pas ferme vers le centre de la salle. Victoria Sterling s'interrompit en plein milieu de sa phrase, la bouche ouverte dans un choc absolu.
Elena atteignit le piano, posa son sac à dos au sol, avant que quiconque ne puisse réagir, posa la question qui allait résonner sur Internet pendant des mois. Puis-je jouer en échange de nourriture? Le silence qui suivit fut assourdissant. 200 membres de la haute société américaine restèrent littéralement sans voix. Certains se mirent à rire nerveusement, d'autres murmurèrent des commentaires indignés, et Victoria Sterling semblait sur le point d'exploser de rage. Mais Elena ne prêtait attention à aucun d'eux. Ses yeux étaient fixés sur le piano, et ses mains se dirigeaient déjà vers les touches comme si elles avaient leur propre vie. Ce qui allait se passer dans les 5 minutes suivantes changerait non seulement la vie d'Elena, mais aussi la façon dont toutes ces personnes voyaient le monde. Et si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la suite va vous laisser sans voix. Victoria Sterling sentit le sang lui monter au visage avec une rapidité qui la rendit étourdie. En 23 ans d'organisation d'événements exclusifs pour l'élite américaine, jamais elle n'avait été aussi publiquement désavouée. Une enfant des rues avait envahi son événement, approché son piano de 2 millions de dollars et avait eu l'audace de demander de la nourriture comme s'il s'agissait d'un restaurant populaire. « Sécurité !» cria Victoria, sa voix résonnant dans le hall comme un coup de fouet. « Comment cette intruse a-t-elle pu entrer ici ?» 2 agents de sécurité apparurent immédiatement, mais Elena resta immobile devant le piano. Ses petites mains planaient au-dessus des touches comme hypnotisées, indifférente au chaos que sa simple question avait provoqué. Il y avait quelque chose dans sa posture qui ne correspondait pas à la situation. Un calme surnaturel, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Margaret Collins, héritière d'une fortune pétrolière, murmura assez fort pour que la moitié du hall entende « Mon Dieu, quelle honte ! Comment les gardes ont-ils pu laisser entrer une mendiante ?» Et en plus une. Elle ne termina pas sa phrase, mais le silence lourdit tout. Les regards posés sur Elena n'étaient pas seulement de la surprise ou de l'agacement, c'était du pur préjugé, comme si sa simple présence contaminait l'atmosphère immaculée de cette élite blanche et privilégiée. Elena se tourna enfin pour affronter Victoria. Ses yeux, loin de montrer de la peur ou de la honte, brillaient d'une intensité qui fit reculer instinctivement plusieurs invités. « J'ai dit que je peux jouer en échange de nourriture. Je ne suis pas venu ici pour mendier. » Victoria laissa échapper un rire cruel qui glaça le sang de tous les présents. « Jouer? Chérie, sais-tu combien coûte ce piano? Plus que ce que ta famille gagnera en toute une vie. Cet instrument a été joué par des pianistes formés dans les meilleures écoles du monde. Tu crois vraiment que tu peux simplement arriver ici et... » « Laissez-la essayer, » interrompit une voix masculine du fond du hall. Toutes les têtes se tournèrent pour identifier l'homme qui venait de parler. C'était Jonathan Walsh, critique musical du New York Tribune et l'une des personnalités les plus respectées du milieu artistique américain. À 60 ans, il avait découvert de nombreux talents aujourd'hui mondialement acclamés. Sa présence à cet événement était considérée comme un privilège par les organisateurs. Victoria sentit son estomac se nouer. Jonathan Walsh était l'une des rares personnes qu'elle ne pouvait pas affronter directement sans conséquence. Son soutien ou sa désapprobation pouvaient détruire des carrières entières dans le monde de la musique classique. « Jonathan, » dit Victoria, forçant un sourire diplomatique, « vous n'êtes certainement pas en train de suggérer que nous laissions une enfant sans aucune éducation formelle jouer sur un instrument si précieux. Je suggère que nous démontrions la même passion pour les arts que nous prétendons avoir lorsque nous sollicitons des dons, » répondit Jonathan en avançant lentement vers le piano. Si cette jeune fille affirme qu'elle sait jouer, pourquoi ne pas lui donner l'occasion de le prouver? Les murmures dans la salle s'intensifièrent. Certains invités semblaient indignés par la suggestion, d'autres curieux, mais tous étaient visiblement mal à l'aise. Ce n'était pas la soirée élégante et prévisible qu'ils avaient imaginée. Elena observait le déroulement de la scène avec une attention disproportionnée à son âge. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une sorte d'anticipation calculée, qui suggérait qu'elle ne faisait pas que réagir aux événements, mais qu'elle les attendait d'une certaine manière. Victoria réalisa qu'elle avait perdu le contrôle de la situation. Avec Jonathan Walsh soutenant publiquement la fillette, refuser serait interprété comme de l'élitisme pur et simple. Mais permettre à cette intruse de jouer sur son précieux piano devant tous ses invités importants serait une humiliation intolérable. C'est alors qu'elle eut une idée cruelle. Un sourire dangereux se dessina sur son visage, tandis qu'elle formulait un plan qui remettrait sûrement cette enfant insolente à sa place. « Très bien, » dit Victoria, en frappant dans ses mains pour attirer l'attention générale. « Si tout le monde insiste pour que nous donnions une chance à notre jeune visiteuse, alors faisons-le de manière appropriée. » Elena se tourna enfin complètement pour affronter Victoria, et pour la première fois depuis son entrée dans le hall, elle sembla réellement lui prêter attention. « J'impose les conditions suivantes, » continua Victoria, sa voix prenant un ton théâtral. « Tu peux jouer une pièce, une seule. Mais ce doit être la Furélise de Beethoven, exécutée à la perfection technique et émotionnelle.
Si tu commets une seule erreur, un seul faux pas, ou si ton interprétation est jugée inadéquate par notre public averti, tu quitteras immédiatement cet hôtel et tu ne t'approcheras plus jamais d'un de nos événements. » La salle plongea dans un silence absolu. Victoria avait choisi Für-Elise volontairement. Bien qu'il s'agisse de l'une des œuvres les plus connues de Beethoven, son exécution parfaite exigeait des années d'études formelles, une technique raffinée et, surtout, une compréhension profonde du langage musical classique. Il était impossible qu'une enfant des rues en connaisse les subtilités. Mais Elena ne sembla pas intimidée. Au contraire, quelque chose changea dans son expression. Ce qui n'était auparavant que de la détermination juvénile se transforma en quelque chose de plus profond, de plus ancien. Comme si, soudain, elle n'était plus une fillette de 12 ans réclamant de la nourriture, mais une artiste prête à revendiquer son droit d'exister. « Et si je joue parfaitement ?» demanda Elena, sa voix étonnamment ferme. Victoria rit de nouveau, mais cette fois le son fut forcé. « Si tu y arrives, et je dis si parce que c'est impossible, je m'assurerai personnellement que tu reçoives non seulement une assiette de nourriture, mais un dîner complet. » « Non, » dit Elena en secouant lentement la tête. « Si je joue parfaitement, je veux que vous me présentiez vos excuses. Publiquement. Devant toutes ces personnes. » Le défi prit Victoria complètement au dépourvu. L'audace de cet enfant dépassait toutes les limites du tolérable. Exiger des excuses publiques de l'une des femmes les plus puissantes de la haute société américaine relevait presque de la déclaration de guerre. Mais Victoria était si persuadée qu'Elena échouerait qu'elle accepta sans réfléchir. « Très bien, ma chère. Quand tu échoueras lamentablement, en plus de partir humiliée, tu devras présenter des excuses à tous les présents pour avoir grossièrement interrompu notre soirée. » Elena acquiesça calmement et se tourna vers le piano. Mais avant de s'asseoir sur le banc, elle fit quelque chose de totalement inattendu. Elle sortit de son sac à dos un petit objet qui fit chuchoter plusieurs invités de confusion. Une simple paire de gants noirs, qu'elle enfila soigneusement sur ses petites mains. Jonathan Walsh fronça les sourcils, intrigué. En 40 ans de carrière de critique musicale, il avait vu des milliers de pianistes, professionnels et amateurs. Mettre des gants avant de jouer était une habitude extrêmement spécifique, adoptée seulement par des musiciens formés dans des traditions très particulières et anciennes. Elena s'assit sur le banc du piano et ajusta sa hauteur avec des gestes précis et mesurés. Ses mains planèrent au-dessus des touches pendant un moment qui sembla éternel. Le silence dans la salle était si complet que le bruit du système de climatisation paraissait assourdissant. Victoria croisa les bras, savourant d'avance le moment où cette enfant arrogante serait chassée dans la honte publique. Margaret Collins avait déjà son téléphone en main, prête à filmer l'humiliation qui ne manquerait pas de venir. Mais il y avait quelque chose de troublant dans le calme d'Elena. Quelque chose qui faisait murmurer à une petite voix dans la tête de Victoria qu'elle avait peut-être commis une erreur terrible en sous-estimant cette fille. Elena inspira profondément une dernière fois et, alors, avec la précision d'un chirurgien et la passion d'une âme tourmentée, commença à jouer les premières notes de la Für-Elise. Ce qui se produisit ensuite défia toutes les attentes, brisa tous les préjugés et transforma à jamais la vie de chaque personne présente dans ce hall. Les premières notes de Für-Elise s'écoulèrent des doigts d'Elena comme de l'eau cristalline dévalant une montagne. Ce n'étaient pas simplement des notes, c'étaient des souvenirs vivants, des échos d'une voix qu'elle entendait encore murmurer à son oreille. « Mija, la musique n'est pas dans les doigts. Elle est dans le cœur, dans l'âme, dans la douleur que nous portons. » Victoria Sterling sentit ses jambes fléchir légèrement. Ce n'étaient pas les notes hésitantes d'une enfant amateur. C'était de la technique pure, raffinée, impossible à apprendre dans la rue ou dans de pauvres cours de musique. Chaque passage était exécuté avec une précision qu'elle n'avait entendue que dans des conservatoires d'élite. Mais il y avait quelque chose de plus perturbant. Elena jouait les yeux fermés, comme en transe, complètement déconnectée de l'environnement hostile qui l'entourait. Ses petites mains dansaient sur les touches avec une familiarité suggérant des années, non, des décennies, d'intimité avec cette pièce spécifique. Jonathan Walsh s'avança de quelques pas, fasciné. En 40 ans comme critique musical, il avait développé une oreille absolue pour détecter le talent authentique. Et ce qu'il entendait en cet instant défiait toute logique. Ce n'était pas simplement une belle interprétation de Für-Elise. C'était une exécution magistrale révélant des couches émotionnelles qu'il avait rarement entendues, même dans des salles de concert professionnelles. Margaret Collins baissa lentement son téléphone, hypnotisée par la musique. Le sourire cruel qui flottait sur ses lèvres avait disparu, remplacé par une expression de confusion croissante. Comment une enfant apparemment sans éducation formelle pouvait-elle jouer avec une telle sophistication? Elena continuait à jouer, mais maintenant des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Les notes portaient une tristesse profonde, ancienne, semblant venir de bien au-delà de ses 12 ans. C'était comme si elle canalisait la douleur de générations entières à travers les touches d'ivoire. Dans l'esprit d'Elena,
le luxueux hall du Grand Palace Hotel avait disparu. Elle était de retour dans le petit appartement de Harlem, assise aux côtés d'une femme âgée dont les mains arthritiques parvenaient encore à tirer de la magie d'un piano droit usé par le temps. « Abuela Rosa » murmura Elena involontairement, si bas qu'elle seule pouvait l'entendre. Rosa Martinez avait été plus qu'une grand-mère pour Elena. Elle avait été sa professeure, sa mentor, son lien avec un monde musical qui semblait inaccessible pour des gens comme elle. Pendant 83 ans de vie, Rosa avait gardé un secret qu'elle n'avait partagé qu'avec sa petite-fille. Elle avait été l'une des pianistes les plus prometteuses de sa génération. En 1963, à 20 ans, Rosa avait obtenu une bourse complète pour étudier à la prestigieuse Manhattan School of Music. Ses professeurs la considéraient comme un prodige, une jeune fille avec le potentiel de devenir l'une des grandes concertistes américaines. Mais c'était 1963. Elle était une femme latina pauvre, et le monde de la musique classique n'était pas prêt à accepter quelqu'un comme elle. « Ils m'ont dit que j'avais du talent », confia Rosa à Elena lors d'une de leurs dernières soirées ensemble, mais pas la présentation appropriée pour les grandes scènes. Ils voulaient que je change de nom, que j'éclaircisse ma peau avec du maquillage, que j'invente une nouvelle histoire. Ils voulaient ma musique, mais pas moi. Elena n'avait que 8 ans lorsque Rosa mourut, mais ses 4 années d'enseignement intensif avaient suffi à planter une graine qui avait grandi en secret. Chaque jour, après l'école, Elena s'exerçait sur l'ancien clavier que sa mère Carmen avait acheté dans une friperie, le même instrument sur lequel Rosa avait transmis ses derniers secrets musicaux. Mais il y avait quelque chose que même Elena ne savait pas complètement. Rosa Martinez avait été bien plus qu'une pianiste talentueuse. Elle avait été disciple directe de Miguel Sandoval, l'un des derniers grands maîtres de l'école cubaine de piano, une tradition musicale remontant au VI siècle qui mettait l'accent non seulement sur une technique impeccable, mais aussi sur une connexion émotionnelle profonde avec chaque pièce. Les gants noirs qu'Elena portait n'étaient pas un caprice d'enfant, c'était un héritage. Rosa les portait toujours lorsqu'elle jouait des pièces particulièrement émouvantes, une tradition qu'elle avait apprise de Sandoval. « Les gants nous connectent à la douleur de ceux qui nous ont précédés », disait Rosa. « Ils portent la mémoire de toutes les mains réduites au silence par l'injustice. » Pendant qu'Elena jouait, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans le hall. Les préjugés et l'arrogance qui dominaient l'atmosphère commençaient à fondre sous le pouvoir transformateur de la musique authentique. Les personnes qui, quelques minutes plus tôt, riaient et murmuraient des commentaires cruels, étaient maintenant dans un silence respectueux, reconnaissant, malgré eux, qu'elle assistait à quelque chose de spécial. Thomas, le portier qui avait permis l'entrée d'Elena, apparut discrètement à la porte du hall. Il avait menti à son superviseur à propos d'un problème inexistant, juste pour pouvoir écouter cette fillette jouer. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il se souvenait de sa propre fille, morte à 10 ans de leucémie, rêvant de jouer du piano. Elena approchait du passage final de Furélise, et son interprétation avait atteint un niveau d'intensité émotionnelle qui fit sangloter involontairement plusieurs personnes dans le hall. Elle ne jouait pas seulement des notes. Elle racontait l'histoire de Rosa, de Miguel Sandoval, de toutes les voix réduites au silence par les préjugés et la discrimination. Victoria Sterling restait paralysée, observant ses préjugés les plus profonds être brisés par l'art pur. Cet enfant qu'elle avait essayé d'humilier révélait une force musicale qu'elle n'avait jamais rencontrée, même dans les conservatoires les plus exclusifs qu'elle fréquentait. Mais il se passait encore quelque chose de plus troublant. Elena avait commencé à improviser de subtiles variations sur la pièce originale, ajoutant des ornements et des modulations qui montraient non seulement sa maîtrise technique, mais aussi une compréhension compositionnelle avancée. Cela était impossible pour quelqu'un sans des années d'éducation musicale formelle intensive. Jonathan Walsh était maintenant complètement absorbé, analysant chaque nuance de la performance. Son expérience lui disait qu'il assistait à un talent exceptionnel, unique en une génération, mais sa logique refusait d'accepter qu'un tel prodige puisse émerger des conditions socio-économiques apparemment précaires de cette fillette. Elena joua la dernière note de Furélise avec une douceur qui fit que le silence qui suivit ressemblait à une étreinte. Pendant de longues secondes, personne ne bougea, personne ne respira. Le hall était suspendu dans un état de choc collectif face à la perfection absolue qu'il venait de voir. Mais Elena n'avait pas terminé. À l'étonnement absolu de tous les présents, elle continua à jouer, en transition parfaite vers le nocturne en mi bémol majeur de Chopin. C'était une pièce qui n'avait même pas été demandée, une démonstration volontaire de virtuosité qui fit sentir à Victoria Sterling que le sol s'effondrait sous ses pieds. L'interprétation du nocturne révéla des couches encore plus profondes du talent d'Elena. Chaque phrase musicale était sculptée avec une précision chirurgicale, mais également chargée d'une émotion qui semblait provenir d'un lieu bien au-delà de son âge chronologique. Margaret Collins pleurait maintenant ouvertement, complètement subjuguée par la beauté de cette musique. Ses préjugés, ses privilèges, toute sa vie de supériorité assumée avait été réduits en poussière par une fillette de 12 ans qu'elle avait méprisée seulement quelques minutes auparavant.
Lorsqu'Helena termina enfin le nocturne, elle ouvrit lentement les yeux et se tourna pour regarder Victoria Sterling. Il n'y avait ni triomphe dans son regard, ni arrogance. Juste une profonde tristesse et une dignité qui firent sentir à la femme la plus puissante du hall qu'elle était très, très petite. « Maintenant, » dit Helena d'une voix douce mais ferme, « j'aimerais recevoir mes excuses. » Ce que Victoria Sterling ne savait pas, c'était que cette soirée avait été planifiée depuis bien plus longtemps que quiconque aurait pu l'imaginer. Et ce qui allait se passer allait changer non seulement leur vie, mais le cours de la justice sociale américaine. Victoria Sterling ouvrit la bouche pour parler, mais les mots ne sortirent tout simplement pas. Face à la performance transcendante qu'elle venait de voir, ses préjugés semblaient pathétiques et vides. Mais son orgueil était plus grand que sa capacité à reconnaître son erreur, et elle était sur le point de trouver une excuse pour ne pas tenir sa promesse lorsque quelque chose d'impossible se produisit. « Coupez !» cria une voix masculine au fond du hall. Toutes les têtes se tournèrent vers le son, et ce qu'elles virent fit glacer le sang de la moitié des présents. 5 hommes émergeaient de différents points du hall, certains derrière des piliers de marbre, d'autres des alcôves décoratives apparemment vides. Tous portaient des caméras professionnelles haute définition qui avaient filmé chaque seconde des 20 dernières minutes. « Merci, Helena », dit l'homme le plus grand en s'approchant du piano avec un sourire mêlant admiration professionnelle et justice satisfaite. « Performance impeccable, comme toujours. » Helena se leva du banc du piano et, pour la première fois depuis son entrée dans le hall, sourit. Ce n'était pas le sourire timide d'une enfant demandant de la nourriture. C'était le sourire confiant de quelqu'un qui venait d'exécuter un plan parfait. « David », répondit Helena, retirant ses gants noirs et les rangeant soigneusement dans son sac à dos. « Avez-vous capturé tous les angles dont nous avions besoin ?» Victoria Sterling sentit le monde tourner autour d'elle. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» David Chen, réalisateur de documentaires sociaux et triple lauréat d'un Emmy, tendit la main à Helena en signe de respect avant de se tourner vers Victoria. « Madame Sterling, permettez-moi de vous présenter Helena Rodriguez, 12 ans, actuelle championne nationale junior de piano classique, boursière complète à la Juilliard School et protagoniste de mon prochain documentaire sur le préjugé et l'élitisme dans la haute société américaine. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quelle musique. Victoria Sterling sentit ses jambes fléchir tandis que l'ampleur de la situation commençait à se cristalliser dans son esprit. Elle n'avait pas seulement été dupée, elle avait été complètement exposée. « Impossible », murmura Margaret Collins, le visage pâle comme du papier. « Un enfant ne peut pas être tout cela. » « En réalité, » interrompit une nouvelle voix féminine, « elle le peut et elle est bien plus encore. » Carmen Rodriguez émergea de la foule, élégamment vêtue d'un costume noir coûtant plus que le salaire mensuel que Victoria supposait qu'une femme de ménage pouvait gagner. « Je suis Carmen Rodriguez, professeure de sociologie à l'Université Columbia et mère très fière d'Helena. » Les révélations arrivaient si vite que plusieurs personnes dans le hall durent s'appuyer sur des chaises pour ne pas s'évanouir. Helena n'était pas une mendiante des rues. Elle était la fille d'une professeure d'université, un prodige musical reconnu au niveau national et le centre d'une expérience sociale soigneusement planifiée. « Vous avez été choisie, » continua Carmen, sa voix empreinte d'une autorité académique qui fit même reculer Victoria, « parce que vous représentez parfaitement ce qu'il y a de pire dans l'élite américaine. Préjugés automatiques, arrogance basée sur un privilège non mérité et incapacité totale à reconnaître le talent lorsqu'il ne se présente pas sous le format que vous jugez acceptable. » David Chen fit signe à ses caméramens, qui commencèrent à reproduire sur des tablettes les enregistrements des 20 dernières minutes. Les images montraient avec une clarté cristalline chaque rire cruel, chaque commentaire préjugé, chaque expression de mépris que les invités avaient adressée à Helena. « Pendant 6 mois, » expliqua David, « nous avons enquêté sur les événements les plus exclusifs de la côte et, à la recherche de l'environnement parfait pour notre expérience. La Sterling Foundation a été choisie parce que son organisatrice a un historique public de déclarations controversées sur la préservation culturelle, qui, analysés de près, se révèlent être des codes sophistiqués pour l'exclusion raciale et de classe. » Victoria Sterling tremblait désormais visiblement. « Vous ne pouvez pas utiliser ces images sans notre permission. C'est une violation de la vie privée, de la manipulation. » « En réalité, » interrompit Helena en sortant un document légal de son sac à dos, « tous les invités ont signé une clause de consentement à l'enregistrement en entrant à l'événement. C'était écrit en petits caractères sur l'invitation que vous n'avez même pas pris la peine de lire complètement. » Jonathan Walsh, qui était resté silencieux et observateur pendant toute la révélation, commença à rire. C'était un rire profond, sincère, de quelqu'un qui assistait à la justice poétique dans sa forme la plus pure. « Brillant », dit-il en applaudissant lentement. « Absolument brillant. » Helena s'approcha de Jonathan avec un respect évident. « Monsieur Walsh, merci de m'avoir soutenu même sans savoir qui j'étais réellement. »
Cela prouve qu'il existe encore des personnes dans l'industrie musicale qui valorisent le talent au-dessus de l'apparence. Ma chère, répondit Jonathan, en 40 ans comme critique, j'ai rarement été témoin d'une performance aussi puissamment émotive. Votre grand-mère Rosa aurait été très fière. La mention de Rosa fit cligner Elena des yeux, surprise. Vous connaissiez ma grand-mère. Rosa Martinez a été l'une des pianistes les plus talentueuses que j'ai jamais rencontrées, dit Jonathan, sa voix prenant un ton nostalgique. J'ai écrit une critique dévastatrice en 1965 sur la façon dont le conservatoire l'a traitée. C'était l'une des plus grandes injustices que j'ai vues dans ma carrière. Cette révélation ajouta une couche encore plus profonde à la situation. La connexion entre Elena, Rosa et Jonathan n'avait pas été planifiée. C'était une coïncidence cosmique qui rendait la justice de cette nuit encore plus poétique. Victoria Sterling tenta de reprendre un certain contrôle de la situation. Très bien, vous nous avez eus. Mais cela ne change pas le fait que cet enfant a envahi un événement privé. Événement privé financé avec de l'argent public, interrompit Carmen Rodriguez en exhibant un dossier rempli de documents. La Sterling Foundation reçoit des subventions gouvernementales importantes, ce qui la rend soumise aux lois antidiscrimination. Votre comportement ce soir n'a pas seulement été moralement répréhensible, il a été potentiellement illégal. David Chen fit signe à un de ses assistants, qui commença à diffuser en direct sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs d'Internet, dit David directement à la caméra, vous assistez en temps réel à l'exposition des préjugés systémiques qui imprègnent les institutions culturelles américaines. Les chiffres de la diffusion en direct explosèrent à l'écran. 1000 vues, 5000, 10 000, 20 000. En quelques minutes, le hashtag Elena vs Elite était parmi les sujets les plus commentés sur Twitter. Elena s'approcha à nouveau de Victoria Sterling, qui semblait maintenant avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Madame Sterling, dit Elena avec une maturité désarmante, je ne suis pas venue ici pour vous détruire. Je suis venue pour montrer que le talent n'a ni couleur, ni classe sociale, ni code vestimentaire. Je suis venue montrer que lorsque vous excluez des gens par préjugés, vous perdez l'opportunité de témoigner de choses véritablement extraordinaires. Victoria s'effondra enfin dans une chaise, complètement vaincue. Les implications de ce qui venait de se passer commençaient à se cristalliser. Sa réputation était ruinée, sa fondation perdrait probablement tous ses financements, et elle était devenue le visage public de l'intolérance de l'élite américaine. Mais il y a une chose que vous ignorez encore, dit Elena, son sourire prenant une touche mystérieuse qui attira l'attention renouvelée de tous. David Chen cessa de filmer un instant, visiblement surpris. Cela n'était pas dans le scénario qu'ils avaient prévu. La semaine prochaine, annonça Elena, sa voix résonnant dans le hall maintenant complètement silencieux, je ferai mes débuts au Carnegie Hall en tant que pianiste la plus jeune de l'histoire à recevoir une invitation pour un récital solo. Le concert sera diffusé nationalement et tous les revenus seront reversés à des programmes d'éducation musicale dans les communautés défavorisées. Cette révélation finale laissa même David Chen sans voix. Elena avait gardé son triomphe maximal pour le dernier moment, prouvant qu'elle n'était pas seulement un enfant talentueux manipulé par des adultes, elle était une force artistique et sociale à part entière. Margaret Collins s'effondra en larmes, comprenant enfin l'ampleur de sa propre petitesse face à la grandeur de cette fillette qu'elle avait tenté de mépriser. Victoria Sterling regarda Elena une dernière fois, et dans ses yeux se lisait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des décennies. Une honte véritable. Je présente mes excuses, murmura-t-elle, ces mots à peine audibles. Merci, répondit simplement Elena, puis elle se tourna pour quitter le hall. La justice avait été rendue, mais l'histoire était loin d'être terminée. 6 mois plus tard, Elena Rodriguez marchait dans les couloirs du Carnegie Hall avec la même confiance qu'elle avait montrée cette nuit transformatrice au Grand Palace Hotel. Mais maintenant, au lieu de vêtements simples et d'un sac à dos scolaire usé, elle portait une élégante robe de concert noire et tenait un portefeuille en cuir contenant les partitions des pièces qu'elle avait choisies pour sa prestation historique. Le documentaire La fille qui a brisé le silence était devenu un phénomène culturel, remportant l'Oscar du meilleur documentaire et suscitant des conversations nationales sur les préjugés, l'élitisme et la véritable signification du mérite artistique. Les images de Victoria Sterling humiliée avaient circulé dans le monde entier, devenant un symbole de l'hypocrisie des classes privilégiées. David Chen marchait aux côtés d'Elena, toujours impressionné de voir comment une enfant de 12 ans était devenue une icône de justice sociale. Nerveuse, demanda-t-il, ajustant sa caméra pour capturer les derniers moments de préparation. Jamais, répondit Elena, souriant. Abuela Rosa disait que les nerfs ne sont qu'une énergie mal dirigée. Quand on joue pour honorer ceux qui sont venus avant nous, il n'y a pas de place pour la peur. Le Carnegie Hall était complet. 3000 places occupées par des personnes venues assister à la performance de la pianiste la plus jeune de l'histoire du lieu.
Mais il y avait quelque chose de spécial dans la composition de ce public. Ce n'étaient pas seulement les riches et les puissants qui fréquentent traditionnellement les concerts de musique classique. Il y avait des enseignants, des travailleurs, des enfants d'école publique, des familles entières inspirées par l'histoire d'Elena. Au premier rang, Carmen Rodriguez essuyait des larmes de fierté en voyant sa fille se préparer à entrer dans l'histoire. À ses côtés, Jonathan Walsh feuilletait ses notes, se préparant à écrire la critique qu'il savait être l'une des plus importantes de sa carrière. Dans les coulisses, Elena suivit son rituel habituel. Elle enfila les gants noirs de Rosa Martinez et ferma les yeux pour un moment de connexion spirituelle avec sa grand-mère. « C'est pour toi, Abuela », murmura-t-elle. « Pour tous les rêves qu'ils ont essayé de détruire, pour toutes les voix qu'ils ont essayé de faire taire. » Alors qu'Elena se préparait à son entrée triomphale, de l'autre côté de la ville, Victoria Sterling regardait la diffusion en direct du concert depuis son petit appartement dans le Queens. Les 6 derniers mois avaient été dévastateurs pour elle. La Sterling Foundation avait perdu tous ses financements, son manoir à Manhattan avait été saisi pour rembourser des dettes, et elle était devenue persona non grata dans tous les cercles sociaux qu'elle fréquentait autrefois. Mais quelque chose avait changé en Victoria pendant ces mois de chute libre. Pour la première fois depuis des décennies, elle avait été forcée de confronter la personne qu'elle était devenue. Les heures solitaires dans son petit appartement avaient laissé place à une introspection douloureuse, mais nécessaire. Elle observait Elena sur scène avec un sentiment complexe mêlant regret, admiration et une étrange gratitude. Cette fille avait détruit sa vie passée, mais peut-être était-ce exactement ce dont elle avait besoin. Au Carnegie Hall, Elena fit son entrée sur scène et fut accueillie par une ovation de 5 minutes. Elle salua gracieusement le public avant de se diriger vers le piano Steinway qui l'attendait, ironiquement, le même modèle qu'elle avait joué au Grand Palace Hotel. « Bonsoir », dit Elena au micro, sa voix jeune résonnant dans le théâtre historique. « Avant de commencer, je souhaite dédier cette performance à ma grand-mère, Rosa Martinez, et à tous les artistes dont les talents ont été niés par les préjugés. Ce soir, nous jouons non seulement pour célébrer la musique, mais pour honorer la vérité. L'art ne connaît pas de frontières sociales, raciales ou économiques. » Le public éclata de nouveau en applaudissements, et Elena se dirigea vers le piano. Elle avait choisi un répertoire racontant l'histoire complète de son parcours. Elle commencerait par Furélise, la pièce qu'elle avait utilisée pour démasquer Victoria Sterling, suivie du nocturne de Chopin qu'elle avait joué spontanément cette nuit-là, et terminerait par une composition originale qu'elle avait créée en hommage à Rosa. Lorsqu'Elena commença à jouer Furélise, la même magie qui avait transformé le hall du Grand Palace Hotel se répandit au Carnegie Hall. Mais cette fois, il n'y avait aucune hostilité à surmonter, seulement des cœurs ouverts prêts à accueillir la beauté qu'elle offrait. Dans le public, Thomas, le portier qui avait permis son entrée à l'hôtel, essuyait des larmes d'émotion. Elena l'avait personnellement invité au concert, reconnaissant que sans son courage initial, rien de tout cela n'aurait été possible. Il avait apporté la photo de sa fille décédée, sentant qu'elle était là avec lui, témoignant de ce moment historique. Margaret Collins était également présente, assise discrètement au fond de la salle. Elle avait perdu une grande partie de sa fortune dans de mauvais investissements après le scandale du documentaire, mais elle avait gagné quelque chose de plus précieux, la perspective. Ces derniers mois, elle avait commencé à faire du bénévolat dans des écoles de musique de communautés défavorisées, essayant de réparer au moins une petite partie des dégâts que ses préjugés avaient causés. Lorsqu'Elena passa au nocturne de Chopin, son interprétation atteignit des sommets encore plus sublimes que la première fois. 6 mois de croissance artistique et émotionnelle avaient approfondi sa compréhension de la pièce, et chaque note portait le poids de son parcours transformateur. David Chen, filmant discrètement sur le côté de la scène, savait qu'il documentait un moment qui serait mémorisé pendant des décennies. Elena n'était pas seulement une pianiste prodige. Elle était devenue le symbole d'une génération refusant d'accepter les limites imposées par de vieux préjugés. Enfin, Elena arriva à sa composition originale, Rêve de Rosa. C'était une pièce qui commençait mélancoliquement, représentant les rêves niais de sa grand-mère, mais qui se transformait progressivement en quelque chose de triomphant et d'espérant, symbolisant la réalisation posthume de ses aspirations à travers Elena. La composition était techniquement exigeante, mais émotionnellement dévastatrice. Elena avait réussi à capturer en musique le parcours complet de sa famille. La douleur, la lutte, la persévérance et enfin la victoire. Lorsque les dernières notes résonnèrent dans le Carnegie Hall, il n'y avait pas un seul œil sec dans la salle. L'ovation qui suivit dura 15 minutes. Elena fut rappelée sur scène 6 fois, et à chaque retour, l'émotion du public semblait encore plus intense. Dans les jours suivants, les critiques furent unanimes. Elena Rodriguez n'avait pas seulement battu des records de jeunesse au Carnegie Hall, elle avait redéfini ce que signifiait être un artiste au XXI siècle. Sa musique transcendait la technique pure pour toucher à quelque chose de fondamental sur la justice, la dignité et le pouvoir transformateur de l'art authentique.
L'impact de son histoire continua de se répandre. Les écoles de musique à travers le pays commencèrent à revoir leurs critères d'admission, les événements culturels mirent en place des politiques plus inclusives, et une nouvelle génération de jeunes artistes issus de communautés marginalisées trouva l'inspiration pour poursuivre leurs rêves. Victoria Sterling, regardant les nouvelles sur le succès continu d'Helena, comprit enfin la leçon la plus importante de toute cette expérience. La véritable grandeur ne vient pas de l'exclusion ou de la supériorité assumée, mais de la capacité à reconnaître et célébrer le talent où qu'il se trouve. Elle prit papier et stylo et commença à écrire une lettre qu'elle n'enverrait jamais, mais qu'elle devait rédiger pour sa propre guérison. Une lettre de gratitude à Helena, la fille qui avait détruit sa vie ancienne pour qu'elle puisse en commencer une nouvelle, meilleure et plus authentique. Helena Rodriguez avait prouvé qu'une seule voix courageuse, armée seulement de talent et de vérité, peut briser des barrières qui semblaient infranchissables. Son histoire devint légende, mais surtout, elle devint espoir. Preuve vivante que dans un monde qui tente de nous définir par notre apparence ou notre origine, notre art, notre dignité et notre humanité prévaudront toujours.